Lorsque Antoine de Valois ouvrit le coffre en bois enfoui dans les caves de son hôtel particulier depuis 2 siècles, ses mains tremblèrent. À l'intérieur, une simple bague de bois sombre, gravée des lettres VM et de l'année 1820. Sans comprendre pourquoi, incapable de contrôler son impulsion, il appela à voix haute le nom de la femme de ménage qui nettoyait le premier étage. Sophie. Quand elle descendit, effrayée, il prit sa main gauche et glissa la bague à son annulaire. Elle s'adapta parfaitement, comme si elle avait été faite sur mesure. À cet instant, tous deux tombèrent à genoux sur le sol froid de la cave et virent exactement la même vision. 1820. Une femme en robe bleue et un homme en vêtements simples. Elle disait « Je te retrouverai dans chaque vie ». Il répondait « Tu seras libre, je serai celui qui servira ». Et ils s'embrassaient pour la dernière fois avant la mort. Mais revenons au début. 3 mois plus tôt, quand Sophie Moreau arriva à l'hôtel particulier de Valois pour la première fois. Elle avait 28 ans, des yeux marrons profonds, témoins de souffrance, et portait sur ses épaules le poids d'être mère célibataire d'une petite fille de 4 ans, atteinte de leucémie. Elle vivait dans une petite maison délabrée dans la cité des Lilas, où la pluie s'infiltrait par le toit et le froid mordait comme un couteau. Travailler comme femme de ménage dans l'hôtel particulier le plus riche du Marais était sa seule chance de payer le traitement de Chloé, sa fille. Le jour de l'entretien, il pleuvait fort. Sophie arriva trempée, frissonnante, avec l'uniforme prêté par une voisine, 2 tailles trop grand, Madame Dubois, la gouvernante de 65 ans qui coordonnait les 12 employés de l'hôtel. La regarda avec un mélange de pitié et autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Ne vous inquiétez pas pour l'uniforme mouillé, » dit Madame Dubois. « Je vais chercher une serviette, mais restez loin du premier étage jusqu'à ce que Monsieur Antoine soit parti. Il n'aime pas être dérangé. » Sophie acquiesça, serrant ses mains pour dissimuler son tremblement. Ce n'était pas seulement à cause du froid, c'était la peur de ne pas obtenir l'emploi, la peur de voir Chloé empirer, la peur que la vie continue d'être cette lutte quotidienne pour la survie. Quand Madame Dubois revint avec la serviette et un uniforme sec, Sophie demanda à voix basse « Comment est Monsieur Antoine ?» Madame Dubois soupira, riche, puissant, PDG des entreprises de Valois depuis l'âge de 30 ans, quand son père est mort. Il a maintenant 38 ans. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu de relation sérieuse. Les employés disent qu'il n'a pas de cœur. Moi, je dis qu'il a un cœur qui ne s'est jamais réveillé. Sophie ne comprit pas ce que Madame Dubois voulait dire, mais elle allait comprendre. Bientôt, Antoine de Valois était exactement ce que Madame Dubois avait décrit. 1,88 m, des yeux bleus glaciales, une mâchoire carrée, des costumes italiens parfaits. Il traitait les employés avec politesse, mais distance. Ne souriait jamais, ne haussait jamais la voix, ne montrait jamais d'émotion. Ses seuls engagements étaient des réunions d'affaires et des dîners d'entreprise. Il dormait 5 heures par nuit, se réveillait à 5 heures du matin, courait 10 km, travaillait jusqu'à 23 heures, répétait. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble complet à l'extérieur mais vide à l'intérieur? Antoine était cela. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, et rien que l'argent ne pouvait pas acheter. Il sentait, au fond de son âme, qu'il manquait quelque chose qu'il devrait chercher, mais il ne savait pas quoi. Sophie commença à travailler le lundi suivant. Sa fonction était de nettoyer le rez-de-chaussée pendant la matinée. Bibliothèque, salon, salle à manger, cuisine. Ne jamais entrer au premier étage avant 14 heures, quand Antoine partait pour le bureau. Pendant les 2 premières semaines, elle ne vit même pas le patron. Elle entendait ses pas à l'étage, entendait la voiture partir à 6h30, entendait le silence de l'hôtel particulier vide, et nettoyait, méticuleusement, avec gratitude pour chaque jour de travail qui signifiait un jour de médicaments de plus pour Chloé. C'est pendant la 3e semaine que le premier contact eut lieu. Sophie nettoyait l'étagère de la bibliothèque quand un livre ancien tomba. Elle se baissa pour le ramasser. Au même instant, Antoine entra dans la pièce. Il se baissa également. Leurs mains touchèrent le livre au même moment, et leurs peaux se touchèrent
pendant une fraction de seconde. Sophie sentit un choc électrique remonter le long de son bras. Ce n'était pas statique. C'était quelque chose de plus profond. Comme si chaque cellule de son corps s'était réveillée d'un sommeil de siècle. Elle lâcha le livre et recula. Haletante. Antoine resta figé. Il regarda sa propre main. Puis Sophie. Ses yeux bleus glacials s'écarquillèrent un instant. Quelque chose les traversa. Quelque chose que Madame Dubois, observant depuis la porte, reconnut immédiatement. C'était la peur. Mais pas la peur d'elle. La peur de quelque chose qu'il avait ressenti et ne parvenait pas à expliquer. « Excusez-moi. »« Monsieur, » murmura Sophie. Tête baissée, main tremblante. Antoine se releva rapidement, lissa son costume, reprit son masque de froideur. Ce n'était rien. Continuez votre travail, et quitta la bibliothèque sans regarder en arrière. Mais cette nuit-là, pour la première fois en 38 ans, Antoine de Valois ne parvint pas à dormir. Il resta allongé sur le lit king-size de sa chambre au premier étage, regardant le plafond, sentant quelque chose qu'il n'avait jamais senti, un vide encore plus grand. Comme si ce contact d'une seconde avait ouvert une porte à l'intérieur de lui, et de l'autre côté de cette porte, il y avait quelque chose ou quelqu'un qu'il cherchait depuis très, très longtemps. Sophie ne dormit pas non plus. Elle retourna dans sa petite maison dans la cité, se coucha à côté de Chloé qui toussait dans son sommeil, et pleura. Elle ne savait pas pourquoi. Cet homme riche, froid, inaccessible, avait réveillé quelque chose en elle. Une nostalgie de quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu. Ou peut-être l'avait-elle vécu? Avez-vous déjà ressenti la nostalgie de quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous déjà touché quelqu'un et senti que vous connaissiez déjà cette peau, cette chaleur, cette âme depuis longtemps? N'ignorez pas ces signes. Parfois, ce sont des souvenirs de vie passée qui tentent d'émerger. Pendant les semaines suivantes, Antoine changea sa routine, commença à sortir de sa chambre plus tôt, passait par la bibliothèque quand Sophie nettoyait, ne lui parlait pas, observait seulement, de loin, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Sophie sentait le poids de ce regard, et quelque chose à l'intérieur d'elle répondait. Quand il entrait dans la pièce, son cœur s'accélérait, ses mains suaient, elle devenait nerveuse, laissait tomber des choses, trébuchait. Madame Dubois le remarqua et sourit. Un sourire triste de quelqu'un qui a déjà vu cette histoire auparavant. Un jour, Madame Dubois appela Sophie dans la cuisine, apporta du café. Elles s'assirent ensemble. Et Madame Dubois dit « Vous sentez quelque chose quand il est près de vous, n'est-ce pas ?» Sophie rougit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Madame Dubois prit sa main. « Je travaille dans cette maison depuis 40 ans. J'ai travaillé pour le père d'Antoine, pour le grand-père, pour l'arrière-grand-père. Cet hôtel particulier a des histoires d'amour impossibles, des histoires d'âmes qui se cherchent à travers le temps. Vous et lui, vous avez quelque chose. Je l'ai vu le premier jour, dans la façon dont vous vous êtes arrêté à la porte, dans la façon dont il a figé quand il vous a vu pour la première fois. » Sophie retira sa main. « C'est de la folie. Il est mon patron. Il est riche. Je ne suis personne. » Madame Dubois secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Cela n'a rien à voir avec l'argent. Cela a à voir avec les âmes. Et les âmes ne se soucient pas des comptes en banque. » Sophie voulait y croire, mais elle ne pouvait pas. Parce que croire signifiait se permettre de ressentir. Et ressentir signifiait se blesser. Elle n'avait pas ce luxe. Elle avait une fille malade. Elle avait des factures à payer. Elle devait garder les pieds sur terre. Mais l'univers avait d'autres plans. Un vendredi après-midi, Monsieur Antoine décida de commencer la rénovation de la cave. L'hôtel particulier Dubois avait 200 ans. Il avait été construit en 1820 par Don Alexandre Dubois, son arrière-arrière-grand-père. Un homme d'affaires qui avait fait fortune dans l'exportation de vin. La cave n'avait jamais été touchée. Elle était sombre, humide, pleine de vieilles caisses et de meubles recouverts de draps blancs fantomatiques. Monsieur Antoine engagea une équipe de rénovateurs. Mais avant qu'il ne commence,
Il voulut voir personnellement ce qu'il y avait là-dessous. Il descendit les escaliers grinçants en bois, alluma la lumière faible d'une lampe suspendue et commença à marcher entre les reliques du passé. Il y avait des portraits anciens d'hommes à moustaches et de femmes en robes volumineuses. Il y avait des meubles d'époque. Il y avait des coffres de voyage. Et au fond, dans un coin sombre et oublié, il y avait quelque chose de différent. Une zone du sol en pierre était légèrement surélevée, comme si quelque chose était enterré en dessous. Monsieur Antoine appela l'un des ouvriers, apporta une pelle et commença à creuser. C'est alors que Chloé descendit. Madame Dubois lui avait demandé d'apporter de l'eau aux ouvriers. Elle entra dans la cave en tenant un plateau avec des verres d'eau glacée et s'arrêta. Monsieur Antoine était à genoux sur le sol, creusant de ses propres mains maintenant. Sa chemise blanche était sale de terre. Son visage normalement composé était tendu, concentré, presque, désespéré, comme s'il savait qu'il allait trouver quelque chose d'important. Et il trouva. La pelle frappa quelque chose de solide. Du bois. Monsieur Antoine enleva la terre avec ses mains, révéla une boîte en bois sombre, d'environ 30 cm², parfaitement préservée par la terre sèche de la cave. Elle avait des charnières en fer rouillé et une serrure ancienne qui ne fonctionnait plus. Monsieur Antoine prit la boîte, se leva. Et c'est alors qu'il vit Chloé. Elle était debout à 3 mètres de distance, le plateau tremblant dans ses mains. Son visage était pâle, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle avait vu un fantôme. Monsieur Antoine la regarda, puis regarda la boîte dans ses mains, et sentit le choc électrique à nouveau, plus fort cette fois, tant qu'il faillit faire tomber la boîte. « Vous, dit-il, sa voix sortit rauque, vous devez être ici quand j'ouvrirai ça. » Chloé secoua la tête. « Je ne peux pas, je dois travailler, je dois. » « Maintenant, interrompit monsieur Antoine, et ce n'était pas un ordre de patron. C'était une demande désespérée de quelqu'un qui sentait que son destin était sur le point de changer. « S'il vous plaît. » Chloé regarda madame Dubois, qui était descendue derrière elle. La femme de ménage acquiesça légèrement. « Vas-y. » Chloé posa le plateau, s'approcha doucement. Monsieur Antoine était déjà en train d'ouvrir la boîte. La serrure était faible. Il força. Le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une bague en bois sombre, parfaitement polie, avec les lettres VM gravées et l'année 1820. Un morceau de papier jauni et fragile, plié, et un médaillon en argent avec un portrait minuscule peint à la main. Monsieur Antoine prit la bague en premier, regarda Chloé, et sans penser, sans questionner l'impulsion insensée qui s'empara de lui. Il prit la main gauche de celle-ci. Elle ne résista pas. Elle était hypnotisée. Il glissa la bague à son annulaire. Elle s'adapta parfaitement. Et le monde explosa. Les deux tombèrent à genoux en même temps. Les deux virent la même vision, comme si un film était projeté directement dans leurs esprits. 1820, une chambre luxueuse, une jeune femme en robe bleue, cheveux noirs attachés, yeux bruns pleins de larmes, un homme plus âgé, vêtements simples de charpentier, mains calleuses, tenant cette même bague en bois qu'il venait de faire. Il disait « Victoria, nous ne pouvons pas. Vous êtes une comtesse. Je ne suis personne. » Elle répondait « Miguel, je t'aime. Dans n'importe quelle vie, dans n'importe quel temps, je vais t'aimer. » Il mettait la bague à son doigt. Elle l'embrassait. Et la vision se terminait dans un flash de douleur. Une tour, un sceau, une mort. Quand la vision se termina, monsieur Antoine et Chloé étaient sur le sol de la cave, respirant fortement, les yeux écarquillés, se regardant l'un l'autre avec terreur et reconnaissance. « Quoi ?» Chloé murmura, les larmes coulant. Qu'est-ce que c'était que ça? Monsieur Antoine ne pouvait pas parler, toucha le visage de celle-ci sans s'en rendre compte, essuya une larme, et murmura les mots qui étaient sortis de la bouche de l'homme dans la vision, « Victoria ». Chloé sentit un frisson parcourir tout son corps. « Mon nom est Chloé. »« Je sais, » dit monsieur Antoine, voix brisée. « Mais vous avez déjà été Victoria, et j'ai déjà été Miguel. »
Les ouvriers étaient ressortis discrètement quand la tension dans la cave était devenue insupportable. Madame Dubois était à la porte, pleurant en silence, les mains sur sa poitrine. Parce qu'elle savait, elle avait toujours su, cette maison gardait des secrets. Et cette cave gardait le plus grand d'entre eux. Monsieur Antoine aida Chloé à se relever. Tous les deux étaient encore étourdis. Il prit le papier plié dans la boîte, l'ouvrit avec précaution. C'était une lettre, écrite en espagnol ancien. L'encre était délavée mais lisible. « Lis ?» demanda Chloé, la voix tremblant. Monsieur Antoine lut à voix haute. « A quien encuentre esto. Mi nombre es Victoria Aldrich. Tengo 25 años. Amo a un hombre llamado Miguel Moreno, carpintero de esta casa. Mi familia lo descubrió y lo matarán esta noche. Cuando esta carta sea encontrada, yo ya estaré muerta. Pero le hice una promesa, le dije, te encontraré en cada vida. Serás libre, yo seré quien sirva. Si nuestras almas se reencontraran, que encuentren este anillo. Que sepan que el amor verdadero no muere. Nunca. Victoria Aldrich, 15 de mars de 1820. Le silence qui suivit fut assourdissant. Chloé regarda la bague à son doigt. Monsieur Antoine regarda ses propres mains, et les deux comprirent. 200 ans auparavant. Elle était une comtesse riche. Il était un charpentier pauvre. Ils s'aimèrent en secret. Ils furent découverts. Il fut tué. Elle se suicida, et ils firent une promesse. Maintenant, en 2025, il était un millionnaire. Elle était une femme de ménage pauvre. Et cette bague avait attendu 200 ans, enterrée dans la cave, pour qu'ils se retrouvent. Monsieur Antoine prit le visage de Chloé entre ses deux mains, la regarda profondément dans les yeux, et vit des siècles, vit 1820, vit la douleur, vit la promesse, vit l'amour qui ne mourut jamais. Chloé posa ses mains sur les siennes, et pour la première fois, depuis qu'elle était entrée dans cet hôtel particulier, elle se permit de ressentir l'absurde, ressentir l'impossible, ressentir l'amour qui avait attendu 200 ans pour être vécu. Madame Dubois s'approcha, toucha l'épaule des deux, et dit doucement « J'ai toujours su que cette maison avait une histoire inachevée. Maintenant, elle commence à se compléter. » Monsieur Antoine recula, passa ses mains dans ses cheveux, commença à marcher de long en large. C'est impossible. Les visions n'existent pas. La réincarnation n'existe pas. Les âmes sœurs n'existent pas. Chloé regarda la bague à son doigt. Elle toucha la lettre jaunie et dit « Alors, comment expliquez-vous que cette bague me va parfaitement? Comment expliquez-vous que nous ayons eu la même vision? Comment expliquez-vous que j'ai eu l'impression de vous connaître depuis le premier jour ?» Monsieur Antoine s'arrêta. Il la regarda. Et il n'avait pas de réponse. Car la vérité était celle-ci. Lui aussi l'avait ressentie. Dès le premier contact, dès le premier regard. Quelque chose en lui criait qu'il connaissait cette femme, qu'il avait aimé cette femme, qu'il avait perdu cette femme, et qu'il ne pouvait pas la perdre de nouveau. Mais accepter cela signifiait accepter l'impossible. Cela signifiait accepter que les âmes existent, que la réincarnation existe, que l'amour peut transcender la mort et le temps. Et Monsieur Antoine, PDG rationnel et pragmatique, n'était pas prêt à accepter cela. Pas encore. Il prit la boîte, rangea la lettre et le médaillon, et dit, la voix froide à nouveau, « Ceci reste entre nous, n'en parlez à personne, entendu ?» Sophie acquiesça, blessée par sa froideur. « Entendu, monsieur. » Monsieur Antoine remonta les escaliers de la cave, s'enferma dans sa chambre. Et pour la première fois en 38 ans, il pleura. Il pleura parce qu'il avait ressenti. Il pleura parce qu'il ne comprenait pas. Il pleura parce que, au fond, il savait que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à ce moment était vide, et que cette femme de ménage modeste qui nettoyait son hôtel particulier, était la seule chose réelle qu'il avait jamais rencontrée. Sophie resta dans la cave. Elle regarda la bague à son doigt, et elle ne réussit pas à l'enlever, parce qu'elle allait parfaitement, parce qu'elle semblait avoir toujours été là, parce que, pour la première fois de sa vie, quelque chose faisait sens. Madame Dubois la serra dans ses bras, la laissa pleurer, et murmura
Calme-toi, ma fille. Les âmes trouvent toujours leur chemin. Toujours. » Cette nuit-là, Sophie rentra chez elle. Chloé avait de la fièvre. Elle lui donna le médicament, se coucha à côté de sa fille et regarda la bague qu'elle avait oublié d'enlever. Les lettres VM brillaient faiblement à la lumière de la bougie. Victoria et Miguel. Maintenant, Sophie et Monsieur Antoine, séparés par 200 ans, séparés par la classe sociale, séparés par toutes, sauf par l'amour, parce que l'amour ne meurt pas. Il ne meurt jamais. Mais aurait-il le courage de vivre cet amour? Ou l'histoire se répéterait-elle? Mourrait-elle à nouveau? Le perdrait-il à nouveau? Ces questions les hantaient tous les deux. Et les réponses étaient à venir. Car la bague n'était que le commencement. Il y avait plus, beaucoup plus. Et quand ils découvriraient la vérité complète? Rien ne serait plus comme avant. Si vous ressentez des frissons maintenant, si vous sentez que cette histoire remue quelque chose de profond en vous, c'est peut-être parce que vous aussi, vous avez une âme sœur qui attend. C'est peut-être parce que vous aussi, vous avez déjà aimé dans une autre vie. Et peut-être, juste peut-être, cette histoire n'est pas seulement à propos de Sophie et Monsieur Antoine. Elle est à propos de vous, à propos de moi, à propos de nous tous qui, au fond, cherchons quelqu'un que nos âmes reconnaissent, avant même que nos yeux ne voient. Une semaine passa. Monsieur Antoine évita complètement Sophie, modifia ses horaires pour ne pas la croiser, travaillait jusqu'à tard, arrivait quand elle était déjà partie. Mais chaque nuit, avant de dormir, il regardait la boîte en bois qu'il avait rangée dans son dressing, et il sentait le vide grandir. Sophie continua à travailler, mais tout avait changé. L'hôtel particulier n'était plus seulement un emploi. C'était un endroit où son âme reconnaissait chaque recoin. La bibliothèque, l'escalier, la cave, comme si elle y avait vécu, comme si chaque pierre gardait un souvenir. Et la bague. Elle n'arrivait pas à l'enlever. Elle essaya une fois, mais quand elle tira, elle sentit une douleur dans la poitrine si forte qu'elle dut s'arrêter. Comme si arracher cette bague revenait à arracher une partie de son âme. C'est Madame Dubois qui insista pour que quelque chose se produise. Un dimanche matin, quand Monsieur Antoine était seul dans l'hôtel particulier, elle frappa à la porte de sa chambre. « Entrez », dit-il, la voix lasse. Madame Dubois entra, le regarda. Monsieur Antoine était assis sur le lit, la chemise froissée, les yeux rouges, la boîte en bois ouverte à côté de lui. « Vous n'allez pas bien, dit-elle. Je vais très bien. Vous mentez. À moi, à vous et à elle. » Monsieur Antoine ferma les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Madame Dubois? Que je croie à la réincarnation? Que je crois que j'ai aimé cette femme il y a 200 ans? C'est de la folie. » Madame Dubois s'assit à côté de lui, prit la lettre jaunie dans la boîte et lut à nouveau « Je te retrouverai dans chaque vie. Tu seras libre, je serai celui qui servira. » Victoria a fait cette promesse, Monsieur Antoine, et elle l'a tenue. En 1820, elle était libre et riche. Il était serf et pauvre. Maintenant, vous êtes libre et riche. Elle est serve et pauvre. Les rôles se sont inversés. Exactement comme promis. Monsieur Antoine ouvrit les yeux, regarda la lettre, et pour la première fois, il prêta vraiment attention aux détails. Victoria a promis que dans la prochaine vie, ce serait elle qui servirait. Et c'était le cas. Sophie était la femme de ménage. Il était le patron. Inversion complète. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Madame Dubois sourit. « Maintenant, vous commencez à comprendre. Ce n'est pas de la folie, c'est le destin. » Monsieur Antoine se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda le jardin où Sophie emmenait parfois Chloé quand elle venait lui rendre visite, et sentit quelque chose se briser en lui. Cette résistance, cette peur, ce besoin de tout contrôler. Parce qu'on ne peut pas contrôler l'amour, on ne peut pas contrôler le destin, on ne peut pas contrôler des âmes qui se cherchent depuis 200 ans. « Où est-elle » demanda-t-il. « Chez elle, avec sa fille. » Monsieur Antoine prit les clés de la voiture. « J'y vais. » Madame Dubois lui retint le bras. « Êtes-vous sûr? Parce que si vous y allez, si vous permettez que cela arrive, vous allez tout changer. Votre vie ne sera plus jamais la même.
Monsieur Antoine regarda sa main, puis la boîte sur le lit, puis son propre reflet dans le miroir, et dit « Ma vie a déjà changé. À la seconde où j'ai mis cette bague à son doigt, maintenant j'ai juste besoin d'avoir le courage de vivre ce que mon âme sait déjà. » Et il sortit. Il conduisit jusqu'au Lilas, gara l'Audi noir à l'entrée de la cité. Des gens regardèrent. Une voiture comme celle-là était rare ici. Il demanda où habitait Sophie. Une dame pointa du doigt une baraque en bois au fond d'une ruelle étroite. Monsieur Antoine frappa à la porte. Sophie ouvrit. Elle portait un vieux pantalon de survêtement et un vieux t-shirt, les cheveux attachés en un chignon désordonné, visage sans maquillage. Et pourtant, pour Monsieur Antoine, c'était la femme la plus belle qu'il ait jamais vue. Sophie écarquilla les yeux. « Monsieur Antoine, qu'est-ce que vous faites ici ?» Monsieur Antoine regarda la baraque, le toit rafistolé, le sol en terre battue, la pauvreté brutale dans laquelle Sophie vivait. Et il sentit la honte lui serrer le cœur. Comment avait-il pu vivre dans le luxe pendant qu'elle vivait ainsi? Puis-je entrer? Sophie hésita, puis ouvrit la porte. Chloé était allongée sur un mince matelas par terre, dormant, la respiration difficile. Monsieur Antoine regarda la petite fille et sentit quelque chose d'étrange, comme s'il la connaissait aussi. « Elle est malade ?» demanda-t-il. « Leucémie » dit Sophie à voix basse. « Je suis en train de mettre de l'argent de côté pour le traitement. » Monsieur Antoine ferma les yeux. Il sentit le poids de l'injustice du monde. Il avait des millions. Elle n'avait même pas un toit décent. Il ouvrit les yeux. Il fixa Chloé et vit la bague encore à son doigt. « Tu ne l'as pas enlevée. »« Je n'y arrive pas, » admit-elle. « J'ai essayé, mais ça fait mal. » Antoine fit un pas en avant. Il prit sa main, regarda la bague. Les lettres MD, et dit « Marguerite et Didier, maintenant Chloé et Antoine. 200 ans, même âme, même amour. » Chloé déglutit difficilement. « Tu y crois ?»« Je ne sais pas, » admit-il. « Mais je sais que je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Je sais que lorsque je t'ai touché pour la première fois, mon monde a basculé. Je sais que chaque fois que je te vois, j'ai l'impression d'être enfin arrivé à la maison. Et je sais que, rationnel ou non, logique ou non, possible ou non, je t'aime, je t'ai toujours aimé. En 1820, maintenant, et dans toutes les vies à venir. » Chloé se mit à pleurer, des larmes chaudes coulant sur son visage. Antoine les essuya avec ses pouces, prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Et lorsque leurs lèvres se touchèrent, c'était comme si 200 ans d'attente prenaient enfin fin. Mais le baiser ne dura que quelques secondes, car Sophie se réveilla avec une quinte de toux violente. Chloé se recula rapidement, courut vers sa fille. Antoine resta immobile, observant. Chloé prit la fillette dans ses bras, lui donna de l'eau, caressa ses cheveux jusqu'à ce que la toux se calme. Lorsque Sophie se rendormit, Chloé se tourna vers Antoine, et la réalité lui tomba dessus comme un seau d'eau froide. Il était son patron. Elle était sa femme de ménage. Il avait des millions. Elle avait à peine de quoi manger le lendemain. Ce baiser, ce moment, c'était impossible. C'était irréel. C'était. « Tu dois partir, » dit-elle, la voix tremblante. « Chloé, s'il te plaît, » interrompit-elle. « Ça ne peut pas arriver. Tu le sais. Je le sais. Nous sommes de mondes différents. Tu as ton entreprise, ta vie, ta famille. J'ai ma fille et un emploi que je dois conserver. Je ne peux pas. Je ne peux pas tout perdre à cause d'une vision folle. » Antoine fit un pas en avant. Ce n'était pas qu'une vision. Tu le sais. Je sais? Chloé cria à voix basse pour ne pas réveiller Sophie. Je sais quelque chose, moi. Tout ce que je sais, c'est que ma vie est déjà assez difficile comme ça, sans ajouter des fantasmes de vie passée et d'amours impossibles. J'ai besoin que tu partes. Maintenant. Antoine voulait argumenter. Il voulait la prendre dans ses bras et prouver que ce n'était pas un fantasme. Mais il vit la peur dans ses yeux et comprit. Ce n'était pas la peur de lui. C'était la peur de ressentir,
la peur de se permettre de croire, et ensuite de tout perdre. Alors il fit la seule chose qu'il pouvait. Il acquiesça, se retourna et sortit. Mais avant de fermer la porte, il s'arrêta et dit sans se retourner, « Marguerite aussi avait peur. Et tu sais ce qui est arrivé? Elle est morte sans vivre son amour. Ne commets pas la même erreur, Chloé. » Et il s'en alla. Chloé resta seule dans la cité, regarda Sophie dormir, puis la bague à son doigt, et pleura, car elle sentait le conflit déchirant entre la raison et le cœur, entre la survie et l'amour, entre la peur et le courage. Qu'est-ce que vous auriez fait? Choisiriez-vous la sécurité ou risqueriez-vous tout pour une connexion qui défie toute explication? Car parfois la vie nous place à ces carrefours. Et le choix que nous faisons définit non seulement notre présent, mais peut-être notre destin dans toutes les vies futures. Antoine retourna à l'hôtel particulier, s'enferma dans sa chambre, prit la boîte en bois, regarda le médaillon qu'il n'avait pas encore ouvert. Il était en argent ancien, lourd, avec un fermoir minuscule. Il l'ouvrit, mit à l'intérieur. Il y avait un portrait peint à la main, minuscule, délicat, mais parfaitement conservé. Il montrait une jeune femme, cheveux noirs, yeux marrons, lèvres dessinant un sourire triste, et à côté d'elle, peint à une échelle plus petite, un homme au regard intense et aux mains larges. Antoine sentit l'air s'échapper de ses poumons, car ce portrait pourrait être une photographie de Chloé et de lui. Les visages étaient identiques, pas ressemblants, identiques. Il retourna le médaillon. Il y avait une inscription minuscule gravée dans l'argent. Il prit une loupe. Lutte. Marguerite et Didier, 1820. Amour qui transcende la mort. Antoine ferma les yeux. Des larmes coulèrent involontairement. Car maintenant, il n'était plus possible de nier. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de l'imagination. C'était réel. Ils s'étaient aimés. Ils étaient morts. Et ils étaient revenus. Cette nuit-là, Antoine ne dormit pas. Il resta à faire des recherches. Réincarnation, âme sœur, souvenirs de vie passée. Il trouva des centaines de cas documentés. Des enfants qui se souvenaient des noms de personnes décédées des décennies avant leur naissance. Des couples qui se reconnaissaient au premier regard, des marques de naissance au même endroit que des blessures mortelles dans des vies antérieures, et plus il lisait, plus il réalisait. Lui et Chloé n'étaient pas une exception. Ils étaient juste une confirmation de plus de quelque chose que l'humanité savait depuis des millénaires. Les âmes existent, les retrouvailles arrivent, et l'amour véritable, celui qui naît dans l'âme et pas seulement dans le corps, ne meurt jamais. Chloé non plus ne dormit pas. Elle resta à tenir Sophie, regardant la bague qu'elle n'arrivait toujours pas à enlever, et pensa à Marguerite, une femme qui aima tant qu'elle préféra mourir plutôt que de vivre sans son amour. Est-ce que Chloé avait le même courage? Ou serait-elle aussi lâche qu'elle l'était en ce moment? Le lundi, Chloé n'alla pas travailler. Envoya un message disant que Sophie allait mal. C'était vrai, mais c'était aussi une excuse. Elle n'avait pas le courage d'affronter Antoine encore. Madame Dubois reçut le message et alla à l'hôtel particulier. Trouva Antoine dans la bibliothèque, boîte ouverte, médaillon à la main, cerne profonde. « Vous devez lui laisser du temps, » dit Madame Dubois. « J'ai déjà perdu 200 ans, » répondit Antoine, la voix rauque. « Combien de temps de plus dois-je laisser ?» Madame Dubois s'assit à côté de lui, prit le médaillon, regarda le portrait et sourit. Ils étaient beaux ensemble. Ils le sont, corrigea Antoine. Ils sont beaux ensemble. C'est encore nous. Madame Dubois rendit le médaillon. Alors allez la voir. Pas avec des mots cette fois, avec des actions. Montrez que l'amour que vous aviez en 1820 peut survivre en 2025, même avec toutes les différences. Comment? Aider sa fille. Guérissez Sophie. Pas comme un patron qui donne l'aumône, comme un homme qui aime et veut prendre soin de ce que la femme qu'il aime le plus. Antoine regarda Madame Dubois. Et pour la première fois depuis des jours, quelque chose ressemblant à de l'espoir brilla dans ses yeux. Vous avez raison, cet après-midi-là. Antoine alla à l'hôpital Saint-Louis, trouva le meilleur oncologue pédiatrique du pays, expliqua le cas de Sophie.
offrit de payer tout le traitement. Privé. Meilleure équipe. Meilleurs médicaments. Tout ce qui serait nécessaire. Le médecin accepta, mais posa une condition, il avait besoin de l'autorisation de la mère. Antoine acquiesça. Il savait que cette partie serait difficile, car Chloé était fière. Elle n'accepterait pas la charité. Mais ce n'était pas de la charité, c'était de l'amour. Antoine alla à la cité des Lilas à nouveau, frappa à la porte. Chloé ouvrit, visage gonflé d'avoir tant pleuré. Sophie fébrile dans ses bras. Antoine ne dit rien. Il prit simplement la fillette dans ses bras. Chloé était trop épuisée pour protester. Antoine sortit en portant Sophie. Chloé le suivit, trébuchant. Il plaça la fillette sur la banquette arrière de la voiture, boucla la ceinture. Chloé entra de l'autre côté. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Hôpital, traitement complet. Ça commence aujourd'hui. » Chloé se figea. « Je n'ai pas l'argent pour. »« J'ai ce qu'il faut, » interrompit Antoine. « Et avant que tu ne protestes, écoute, ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de la pitié, c'est de l'amour. Parce que je t'aime, et j'aime celle que tu aimes. Et si en 1820 je n'ai pas pu te sauver, au moins maintenant, je peux sauver ta fille. » Chloé commença à pleurer. Des larmes silencieuses, qui coulaient sans fin. Antoine lui prit la main pendant qu'il conduisait, et pour la première fois, Chloé ne retira pas sa main. Elle le laissa la tenir, parce qu'elle était fatiguée de lutter contre quelque chose, que son âme reconnaissait comme vrai, à l'hôpital. Sophie fut immédiatement admise. Le traitement agressif commença. Les médecins étaient optimistes. Chloé resta à son chevet toute la nuit. Antoine resta aux côtés de Chloé, sans parler, juste présent. Parce que parfois, l'amour n'a pas besoin de mots. Quand Sophie s'endormit enfin paisiblement pour la première fois depuis des mois, grâce aux médicaments forts, Chloé sortit de la chambre. Antoine la suivit dans le couloir vide. Elle s'appuya contre le mur, glissa jusqu'au sol et sangnota. Antoine s'agenouilla devant elle, prit son visage entre ses mains et dit « Ça va aller. Elle va aller bien. Tu vas aller bien. Nous allons aller bien. » Chloé le regarda à travers ses larmes. « Comment peux-tu en être aussi sûr ? Parce que je t'ai déjà perdu une fois, dit Antoine. Et il m'a fallu 200 ans pour te retrouver. Je ne vais pas gâcher cette chance. Peu importe ce que le monde dit, peu importe les différences, peu importe quoi que ce soit. À part ce que nos âmes savent être la vérité, nous nous appartenons. Nous nous sommes toujours appartenus. » Chloé toucha son visage, passa son pouce sur ses lèvres et murmura « Miguel ». Antoine ferma les yeux en entendant ce nom, parce que cela confirmait tout. Elle se souvenait. Peut-être pas consciemment encore, mais son âme se souvenait. « Victoria », murmura-t-il en retour. Et là, dans le couloir froid d'un hôpital, 200 ans après s'être perdus. Victoria et Miguel se retrouvèrent, non plus séparés par les classes sociales et les interdictions familiales, mais confrontés à de nouveaux défis, des défis modernes, mais avec le même amour ancien. Chloé attira Antoine vers un baiser, cette fois non interrompu, cette fois sans peur, cette fois avec acceptation. Et quand leurs lèvres se touchèrent, ils ressentirent tous les deux la même chose. Nous sommes à la maison, les jours suivants. Antoine rendit visite à Sophie tous les jours. Il apportait des jouets, des livres, racontait des histoires. Et quelque chose d'étrange commença à se produire. Sophie commença à l'appeler papa, sans que personne ne le demande, sans que personne ne le suggère. Chloé remarqua, elle s'inquiéta. Antoine n'était pas le père de Sophie. Il n'avait aucune obligation. Mais quand elle en parla avec lui, Antoine répondit quelque chose qui la laissa sans voix. Peut-être qu'elle se souvient aussi. Peut-être qu'en 1820, elle était notre fille, et qu'elle revient pour compléter notre famille. Chloé sentit un frisson, parce que Sophie avait les mêmes yeux que Victoria sur le portrait, marron, profond, ancien, et parfois, quand elle dormait, elle murmurait des mots que Chloé ne comprenait pas, des mots en espagnol ancien. Une nuit, Antoine apporta la boîte en bois à l'hôpital, montra à Chloé le médaillon,
Elle l'ouvrit, regarda le portrait, et tomba assise sur la chaise. « C'est nous, » murmura-t-elle. Antoine acquiesça. « Maintenant, tu crois ?» Chloé toucha le portrait, passa son doigt sur le visage de Victoria, sur le visage de Miguel, et sentit quelque chose s'ouvrir en elle, comme une porte verrouillée depuis longtemps qui s'ouvrait enfin. Et de l'autre côté de cette porte, il y avait des souvenirs, des fragments de 1820, un bal, un premier regard, un contact accidentel en dansant, des rencontres secrètes dans le jardin, Miguel construisant des meubles pour l'hôtel particulier, Victoria descendant en cachette la nuit pour le voir, le jour où il fabriqua l'anneau de bois, le jour où ils furent découverts, le jour où sa famille décida de le tuer, le jour où elle monta dans la tour, le saut, la douleur, la promesse criée avant de mourir. « Je te retrouverai dans chaque vie. » Chloé se leva brusquement. Elle respirait vite. Les larmes coulaient. Antoine la retint. Et elle cria contre sa poitrine. « Je me souviens de toi. Je me souviens de tout. » Antoine la serra fort dans ses bras. Pleura aussi. Parce que maintenant, ils se souvenaient tous les deux. Ce n'était plus une théorie. Ce n'était plus de la foi. C'était de la mémoire. Réelle, vive, indéniable. Ils s'étaient aimés en 1820, étaient morts en 1820 et étaient revenus en 2025. Exactement comme Victoria l'avait promis. Elle libre, riche, lui libre, riche maintenant. Elle servante. Les rôles inversés, la promesse tenue, mais l'histoire n'était pas encore terminée. Parce qu'il y avait encore une chose qui devait être révélée. Quelque chose qui attendait dans le grenier de l'hôtel particulier Aldrich. Quelque chose qui allait tout changer à nouveau. Et quand ils le découvriraient, ils devraient prendre la décision la plus importante de leur vie. Répéter le passé ou écrire un nouveau futur? La réponse arrivait. Et elle était encore plus incroyable que tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Vous savez, quand quelque chose d'impossible se produit et que vous n'arrivez pas à le comprendre, quand la réalité que vous connaissez se brise et qu'une nouvelle réalité, beaucoup plus étrange, prend sa place. C'est exactement ce qui était sur le point d'arriver à Antoine et Chloé. 2 semaines passèrent. Sophie répondit bien au traitement. Ses examens montraient une amélioration. La tumeur diminuait. Chloé commença à croire que sa fille survivrait. Et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à penser au bonheur. Antoine et Chloé passaient presque tout leur temps ensemble à l'hôpital. Le soir, quand Sophie dormait, ils parlaient de 1820, de 2025, de combien il était étrange de se souvenir d'une vie qu'ils n'avaient pas vécue dans ce corps, mais que leurs âmes gardaient parfaitement. Chloé raconta que parfois, quand elle fermait les yeux, elle voyait le jardin de l'hôtel particulier Aldrich comme il était en 1820. Elle voyait les rosiers, elle voyait la fontaine, elle voyait Miguel travailler dans la menuiserie qui se trouvait à l'arrière. Antoine raconta que parfois, il sentait l'odeur du parfum français que Victoria portait. Un parfum qui n'existait plus. C'était des folies, c'était des impossibilités, mais c'était des choses réelles. Un vendredi, Sophie obtint une permission de sortie temporaire. Elle devrait encore revenir pour des chimiothérapies, mais elle pouvait passer le week-end à la maison. Antoine proposa de les emmener à l'hôtel particulier. Chloé hésita. Mais Sophie sauta de joie. « Je peux aller dans la maison de papa. » Chloé et Antoine échangèrent un regard. « Papa. » Sophie l'avait appelé papa naturellement, comme si c'était évident, comme si cela avait toujours été ainsi. Antoine s'agenouilla devant Sophie, regarda dans les yeux marrons profonds de la fillette et demanda quelque chose qu'il n'avait pas prévu de demander. « Sophie, tu me connais d'un endroit ?» D'avant. Sophie inclina la tête, sourit et dit quelque chose qui fit s'arrêter le temps. « Oui, papa. Tu étais mon papa quand maman était la reine et toi, tu étais l'homme du bois. Mais les méchants hommes t'ont emmené et maman a volé de la tour. Après, je suis tombée malade et je suis morte aussi. Mais maintenant, nous sommes revenus, tous ensemble. Pour rester ensemble cette fois. » Sophie couvrit sa bouche de ses mains, ses yeux grands ouverts, des larmes instantanées. Antoine resta figé.
Chloé était leur fille, en 1820. Elle était morte enfant, probablement de la même maladie qu'elle avait maintenant. La leucémie en 1820 était un arrêt de mort. Et maintenant, elle revenait, avec la même maladie. Leur donnant la chance de la sauver cette fois. L'univers ne faisait pas que réunir deux âmes sœurs. Il réunissait une famille entière. Antoine serra Chloé dans ses bras. Il pleura, serrant la petite fille. Sophie se joignit à l'étreinte. Et là, dans le couloir de l'hôpital, une famille qui avait été détruite 200 ans auparavant se retrouvait enfin, au complet. Ils rentrèrent à l'hôtel particulier. Madame Dubois les accueillit avec un sourire entendu. Elle savait. Elle avait toujours su. Elle prépara une chambre pour Chloé au 2e étage, décorée avec des ours en peluche et des couleurs douces. Chloé courut dans la chambre, riant, touchant à tout. Sophie resta sur le seuil, observant. Antoine se tenait à côté d'elle, lui prit la main et murmura « Notre fille, c'était notre fille ». Sophie acquiesça. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que pleurer et sourire en même temps. Cette nuit-là, après que Chloé se soit endormie, Antoine appela Sophie. « Il faut qu'on monte au grenier. Il y a quelque chose là-haut que je dois te montrer. » Ils montèrent les escaliers étroits qui menaient au grenier. Antoine alluma la lumière. C'était un espace énorme, rempli de vieux meubles recouverts de draps blancs fantomatiques. Des coffres, des tableaux, des livres. 200 ans d'histoire Aldrich accumulée. Antoine conduisit Sophie jusqu'au fond. Il y avait un mur recouvert d'un drap énorme. Il le tira, qui révéla quelque chose qui fit tomber Sophie à genoux. C'était un portrait, immense, d'environ 2 mètres de haut, peint à l'huile, parfaitement conservé. Il montrait 3 personnes. Une femme jeune et magnifique, dans une robe bleue élaborée, des cheveux noirs en boucle, un collier de perles au cou, un sourire triste aux lèvres. C'était Victoria. Mais pas seulement ressemblante à Sophie. C'était Sophie. Le visage, les yeux, la bouche, la forme du nez, tout identique. À côté d'elle, un homme grand dans des vêtements simples mais propres de charpentier, de grandes mains calleuses reposant sur l'épaule de Victoria, un regard protecteur et rempli d'amour. C'était Miguel, et c'était Antoine. Exactement. Comme si on avait pris une photo de lui en 1820. Et assise sur un petit tabouret devant eux, une petite fille d'environ 4 ans, une robe blanche, des cheveux châtains en boucle, un sourire doux, des yeux brillants. C'était Chloé. Exacte. Parfaite. Impossible. En dessous du portrait, sur une plaque de bronze, il était écrit « Comtesse Victoria Aldrich, Miguel Moreno et Chloé Moreno, peinte en secret en 1820 par un artiste inconnu. Dernière réminiscence d'un amour interdit. » Sophie ne pouvait pas quitter le tableau des yeux. Elle toucha la toile, passa ses doigts sur le visage de Victoria, sur Miguel, sur Chloé. Et c'était comme toucher le passé, comme se toucher elle-même 200 ans auparavant. Antoine s'agenouilla à côté d'elle. C'est réel. Ce n'est pas une ressemblance. C'est nous. Littéralement nous. Sophie se tourna vers lui, le visage mouillé de larmes. Comment est-ce possible? Comment des âmes peuvent-elles revenir avec le même visage, avec la même essence? Antoine secoua la tête. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que je ne t'ai pas encore montré. Il alla jusqu'à un vieux coffre dans le coin. L'ouvrit. Sortit un grand livre à couverture de cuir usé. Journal de Victoria Aldrich était gravé en lettres dorées effacées. Il ouvrit le journal. Les pages étaient jaunies mais lisibles. L'écriture était délicate, inclinée, féminine. Et il commença à lire à haute voix. 15 janvier 1820. Mon nom est Victoria Aldrich. J'ai 25 ans. Et je suis amoureuse d'un homme que je ne pourrai jamais avoir. Son nom est Miguel Moreno. Il est charpentier dans cette maison. Il a 30 ans, des mains calleuses, un regard gentil et un sourire qui fait arrêter mon cœur. Antoine continua à tourner les pages, lisant des extraits. Chaque entrée du journal racontait l'histoire de l'amour interdit, comment cela avait commencé, comment cela avait grandi, comment Victoria avait essayé de résister et n'avait pas pu, comment ils se rencontraient la nuit dans le jardin.
Comment Miguel avait fait des meubles spéciaux pour elle. Comment ils avaient fait l'amour pour la première fois dans la menuiserie sous la lumière de la lune. Et puis une entrée qui changea tout. 10 mars 1820. J'ai découvert que je suis enceinte de Miguel. Ma famille ne doit pas le savoir. Mais je suis heureuse. Je vais avoir un enfant de l'homme que j'aime. Même si c'est impossible. Même si cela doit nous coûter tout. Quand Sophie serra sa poitrine. Chloé. Elle était enceinte de Chloé. Antoine continua. 12 mars 1820. Ma famille a découvert. À propos de Miguel. À propos du bébé. Mon père est furieux. Il a dit qu'il allait tuer Miguel. Qu'il allait m'envoyer dans un couvent. Que le bébé sera donné à l'adoption. Mais je ne laisserai pas faire. Je m'enfuirai avec Miguel. Nous emmènerons notre fille. Nous commencerons une nouvelle vie loin d'ici. Page suivante. 14 mars 1820. Nous avions prévu de nous enfuir ce soir. Mais les gardes ont arrêté Miguel. Ils vont le tuer à l'aube. J'ai essayé de supplier mon père. Il n'a pas écouté. Il a dit que j'étais déshonoré, que je ne ferais plus jamais partie de cette famille. Peu importe. Sans Miguel, il n'y a pas de vie pour moi. Dernière entrée. 15 mars 1820. À l'aube, j'ai vu de ma fenêtre quand ils ont emmené Miguel pour l'exécution. J'ai crié son nom. Il a levé les yeux et a fait un geste avec sa main. Le geste que nous faisions toujours. Cela signifiait « Je t'aime pour toujours. Je ne vivrai pas sans lui. Et notre bébé ne naîtra pas dans ce monde cruel. Nous allons nous réunir de l'autre côté. Et je jure par Dieu que nous nous retrouverons à nouveau, dans une autre vie, où il sera libre et où je serai servante, où nous aurons la chance d'élever notre fille, où l'amour vaincra. Je te retrouverai, Miguel. Je le jure, j'attendrai le temps qu'il faudra. » Antoine ferma le journal, resta en silence. Sophie pleurait compulsivement, parce que maintenant, il connaissait l'histoire complète. Victoria était enceinte quand elle s'est suicidée, a tué elle-même et le bébé, pour se réunir avec Miguel de l'autre côté. Et maintenant, 200 ans plus tard, ils étaient revenus. Antoine comme le millionnaire, Sophie comme la femme de ménage, Chloé comme la fille qui a failli mourir, mais qui était sauvée cette fois. Les rôles inversés, la promesse tenue, la chance de vivre l'amour que la mort avait interrompu. Si vous n'avez pas la chair de poule maintenant, si vous ne sentez pas quelque chose de profond remuer dans votre âme, faites une pause un instant. Respirez. Parce que ce n'est pas juste une histoire. C'est une vérité sur comment l'amour fonctionne. Il ne meurt pas. Il ne meurt jamais. Il attend, revient, insiste, jusqu'à ce qu'il puisse enfin être vécu. Sophie regarda Antoine, puis le portrait géant, puis le journal, et dit « Je me souviens de ça. Pas avec la tête, mais avec le cœur. Je me souviens de la douleur quand je t'ai vu être emmené. Je me souviens du désespoir. Je me souviens d'être monté dans la tour. Je me souviens d'avoir tenu mon ventre et d'avoir demandé pardon au bébé. Je me souviens d'avoir sauté. Et je me souviens d'avoir pensé en tombant. Je vais te retrouver, Miguel. Je jure que je vais te retrouver. » Antoine la serra dans ses bras, pleura dans ses cheveux. « Tu m'as retrouvé. Tu as tenu ta promesse. Et maintenant, nous n'allons plus jamais nous séparer. Plus jamais. » Ils restèrent enlacés sous le regard du portrait vieux de 200 ans. Chloé, Antoine et Sophie. Autrefois Victoria, Miguel et Sophia. Mêmes âmes. Nouvelle époque. Nouvelle chance d'être heureux. Mais en descendant du grenier, Madame Dubois les attendait, avec une expression inquiète. « Je dois vous raconter quelque chose. Il y a une tradition dans la famille Dubois, une chose que vous devez savoir. »« Quoi ?» demanda Antoine. Madame Dubois prit une profonde inspiration. « On dit que Victoria a maudit cet hôtel particulier, à sa mort. On dit qu'elle a juré qu'aucun Dubois ne serait heureux, tant que son âme n'aurait pas trouvé la paix. Pendant 200 ans, tous les Dubois sont morts seuls, sans amour véritable, sans enfants, ou avec des enfants morts jeunes. Votre père est mort à 50 ans, célibataire, votre grand-père aussi, votre arrière-grand-père également. La malédiction persiste, à moins que... »« À moins que quoi ?» murmura Sophie.
à moins que Victoria ne vive enfin son amour. Alors, la malédiction sera brisée. Antoine regarda Sophie, puis Madame Dubois. Alors c'est ça. Ce n'était pas seulement à propos de nous. Il s'agissait de briser un cycle, de libérer ma famille de 200 ans de malheur. Madame Dubois acquiesça. Et il y a plus. On dit que, lorsque la malédiction sera brisée, quelque chose se produira, un signe, quelque chose qui prouvera définitivement que tout cela est réel. À peine Madame Dubois eut-elle fini de parler que Sophie cria d'en haut. « Papa, maman, venez voir !» Ils montèrent en courant. Sophie était dans sa chambre, montrant la fenêtre. « Regardez !» Dans le jardin en contrebas, exactement à l'endroit où se trouvait la menuiserie en 1820, un rosier ancien, qui était sec depuis des années, avait fleuri, complètement. Des centaines de roses rouges parfaites avaient éclos sur des branches, qui étaient mortes le matin même. Antoine. Sophie et Madame Dubois regardèrent par la fenêtre, bouche bée. C'était impossible. Mais c'était réel. Le rosier que Victoria avait planté en 1820, lorsqu'elle était tombée enceinte de Sophia, le rosier qui s'était desséché à sa mort, venait de revenir à la vie. Le signe, la confirmation, la preuve. Sophie tomba à genoux. Antoine s'agenouilla à côté d'elle, et Chloé, avec la sagesse impossible d'une âme ancienne dans un corps d'enfant, dit « Maintenant, nous pouvons être heureux. La dame reine a brisé la tristesse. Maintenant, il n'y a plus que de l'amour. » Cette nuit-là, Sophie ne retourna pas au lilas. Elle resta à l'hôtel particulier, dormit dans la chambre à côté de celle de Chloé. Antoine dormit dans sa chambre, à l'autre bout du couloir. Mais aucun des deux ne réussit vraiment à dormir, parce qu'ils ressentaient le poids du moment. Tout ce qui s'était passé, tout ce qui restait à venir. Le matin, Antoine trouva Sophie dans la bibliothèque. Elle regardait les étagères, et soudain, elle se mit à chanter, un air d'opéra italien ancien, en italien parfait, avec une technique vocale impressionnante, comme une soprano formée. Antoine se figea. Sophie n'avait jamais étudié le chant, n'avait jamais étudié l'italien, mais elle chantait comme une professionnelle. Quand elle eut fini, elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux, la voix tremblante. « Je ne connais pas cette chanson, je ne l'ai jamais apprise, mais ma bouche savait, ma gorge savait, comme si je l'avais chantée des milliers de fois. » Antoine prit un livre sur l'étagère, une partition musicale du 19e siècle, l'ouvrit à une page spécifique, montra à Sophie « Cette musique, celle que tu viens de chanter. Elle s'appelle Casta Diva. C'était la préférée de Victoria. Il y a ses annotations dans ce livre. Elle la chantait tous les jours. » Sophie regarda le livre, les annotations délicates en marge, les passages marqués, et comprit. Sa voix se souvenait, même quand son esprit ne se souvenait pas. Parce que les compétences de l'âme ne meurent pas. Elles reviennent. C'était le troisième objet preuve. La compétence impossible. Sophie chantant un opéra qu'elle n'a jamais appris, prouvant qu'elle l'a déjà fait auparavant, dans un autre corps, dans une autre vie. Antoine l'embrassa. Ne dit rien. L'embrassa juste avec toute l'intensité de 200 ans de séparation. Sophie répondit. Et au milieu du baiser, murmura. Miguel, il murmura en retour. Victoria. Et c'est là qu'ils comprirent complètement. Ils n'étaient plus seulement Sophie et Antoine. Ils étaient aussi Victoria et Miguel. Deux vies en une. Deux chances d'être heureux. Et cette fois, rien ne les séparerait. Parce que si l'amour véritable attend 200 ans, rien dans le présent ne peut le détruire. Aucun préjugé. Aucune différence sociale. Aucune barrière. L'amour qui transcende la mort ne se plie pas aux obstacles de la vie. Mais il y avait encore des décisions difficiles à prendre. Antoine était PDG d'une entreprise multimilliardaire. Sophie était une femme de ménage des cités. Le scandale serait immense s'ils annonçaient leur relation. Toute la famille Dubois se retournerait contre lui. La société les jugerait. Et Sophie avait encore besoin d'un traitement coûteux qui dépendait de l'argent d'Antoine.
Comment concilier amour éternel et réalité brutale? Comment vivre une seconde chance quand le monde conspire contre? La réponse viendrait bientôt et serait plus radicale que quiconque ne l'imaginait. Le lundi suivant, Antoine convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration des entreprises Dubois. 12 hommes et femmes en costume impeccable étaient assis autour de la table en acajou, attendant en silence. Antoine ne convoquait jamais de réunion d'urgence. Quelque chose d'important allait se produire. Antoine entra, mais il n'était pas seul. Sophie entra à ses côtés, main dans la main. Elle portait une robe bleue simple que Madame Dubois avait choisie. Les cheveux lâchés, l'anneau de bois bien visible à son doigt. Le silence dans la salle devint lourd, choqué, désapprobateur. Antoine s'assit à la tête de la table. Sophie s'assit à côté de lui. Et il commença à parler d'une voix qui n'admettait aucune interruption. Vous connaissez Sophie Moreno. Certains d'entre vous l'ont vue nettoyer nos bureaux. Aujourd'hui, elle est ici dans une autre position, en tant que ma future épouse et future copropriétaire de cette entreprise. Explosion de voix. Objection simultanée. L'un des administrateurs les plus âgés se leva. Antoine, vous êtes devenu fou? Elle est une femme de ménage. C'est un scandale. La presse va détruire la réputation de l'entreprise. Vos actionnaires vont. Antoine frappa du poing sur la table. Tout le monde se tut. Je me fiche du scandale. Je me fiche de la réputation. Et quant aux actionnaires, ils peuvent vendre leurs actions s'ils le souhaitent. Mais je vais faire ce qui suit. Je vais transférer 50% de mes actions personnelles à Sophie. Elle sera associée à égalité. Et si quelqu'un ici a un problème avec ça, il peut démissionner maintenant. Personne ne démissionna. Mais les regards étaient de pur choc. Sophie était pâle. Antoine, tu n'as pas besoin de faire ça. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas. Je sais, interrompit-il doucement, en la regardant dans les yeux. C'est pour ça même que je le fais. En 1820, tu étais riche et j'étais pauvre. Tu m'aurais tout donné et je n'ai pas pu accepter. Maintenant, je suis riche et tu es pauvre. Je veux te tout donner et je le ferai. Pas par charité, par restitution. Comme une justice de 200 ans, trop tardive. L'un des administrateurs les plus jeunes demanda, confus, « 200 ans? De quoi parle-t-il » Antoine sourit. Ils ne comprendraient pas. Ils n'ont même pas besoin. Ils ont juste besoin de savoir que j'ai pris ma décision. Sophie sera ma femme. Chloé sera ma fille adoptive. Et nous allons vivre l'amour qui nous a été refusé il y a 2 siècles. La réunion s'est terminée dans le tumulte, mais Antoine n'a pas reculé. Dès cette semaine-là, il a entamé les démarches de transfert d'actions, a lancé la procédure d'adoption de Chloé et a fixé la date du mariage dans 1 mois. La presse a explosé. PDG milliardaire épouse une ancienne femme de ménage issue des cités. Les tabloïds ont été cruels. Ils ont traité Sophie d'intéressée, ont traité Antoine de fou. La famille Dubois, distante, a envoyé des lettres de réprobation. Mais Antoine et Sophie n'ont pas bronché, parce qu'ils avaient attendu 200 ans. Quelques semaines de commérage ne signifiaient rien. Madame Dubois, en revanche, était radieuse. Elle a aidé Sophie à choisir sa robe de mariée. Ça a aidé à organiser la cérémonie. Et un soir, elle a révélé quelque chose que personne n'attendait. « Savez-vous qui je suis, au juste ?» a-t-elle demandé à Sophie et Antoine pendant qu'ils prenaient le thé dans la bibliothèque. « La gouvernante », a répondu Antoine. « Vous travaillez ici depuis 40 ans. » Madame Dubois a souri tristement. « Je travaille ici depuis 40 ans. Mais je fais partie de la famille Dubois aussi. Je suis la fille illégitime de l'arrière-grand-père d'Antoine, la demi-sœur de son père. Je n'ai jamais été reconnue officiellement, mais j'ai toujours connu l'histoire, la malédiction, de Victoria et Miguel. Et j'ai toujours cru qu'un jour ils reviendraient. C'est pour ça que je suis resté, pour témoigner, pour aider. » Sophie était bouche bée. « Vous saviez depuis le début, depuis le premier jour où vous êtes entré dans cet hôtel particulier, » a confirmé Madame Dubois. « J'ai vu la façon dont Antoine vous regardait, même sans s'en rendre compte. J'ai vu l'anneau de bois briller quand vous êtes passé près de la boîte dans la cave. J'ai tout vu.
Et j'ai attendu. Antoine a pris la main de Madame Dubois. Merci d'avoir cru, d'avoir attendu, d'avoir veillé sur nous. Madame Dubois a pleuré. Après 200 ans de malheur chez les Dubois, je vais enfin assister au bonheur d'une famille. Et ainsi, un dimanche ensoleillé de printemps. Antoine Dubois et Sophie se sont mariés. Ce n'était pas dans une grande église. C'était dans une petite chapelle ancienne dans les environs de Paris. La même chapelle où Victoria a prononcé sa dernière prière avant de mourir en 1820. Madame Dubois avait découvert le lieu dans de vieux documents. Sophie est entrée, vêtue d'une robe blanche simple, sans voile, sans luxe. Seulement l'anneau de bois au doigt et des fleurs de rosier dans les cheveux. Les mêmes roses qui avaient miraculeusement fleuri dans le jardin. Chloé était la demoiselle d'honneur. Elle portait une robe blanche identique à celle du tableau de 1820. Elle portait un panier de pétales de rose. Elle était guérie. Son dernier examen a montré une rémission complète de la leucémie. Miracle médical, ont dit les médecins. Miracle d'amour. Savaient Antoine et Sophie. Antoine l'attendait à l'hôtel. Il ne portait pas de costume de marque. Il portait des vêtements simples. Une chemise blanche en lin, un pantalon sombre, comme Miguel l'aurait porté. Quand Sophie est arrivée à l'hôtel, ils se sont regardés et ont vu les deux versions en même temps, Sophie et Victoria, Antoine et Miguel, 2025 et 1820, présent et passé fondu. Le prêtre leur a demandé s'ils s'acceptaient l'un l'autre. Les deux ont répondu oui d'une voix ferme. Et quand est venu le moment des alliances, Antoine n'a pas sorti un anneau neuf. Il a sorti l'anneau de bois qui était au doigt de Sophie depuis ce jour dans la cave. Cet anneau, dit-il, a été fabriqué il y a 200 ans, par Miguel Moreno, pour Victoria Dubois. Et il a attendu, enterré, oublié, mais pas perdu. Parce que l'amour véritable ne se perd jamais. Il attend juste le bon moment pour revenir. Il a remis l'anneau au doigt de Sophie. Sophie pleurait et a murmuré « Je t'ai retrouvé, Miguel. Je t'ai enfin retrouvé. » Antoine a murmuré en retour « Et je t'ai retrouvé, Victoria, et je ne te perdrai plus jamais. » Ils se sont embrassés, et quand leurs lèvres se sont touchées, les quelques invités présents ont juré avoir vu quelque chose. Une lueur dorée autour du couple, comme si deux âmes dansaient, célébraient, enfin en paix. Chloé a crié « Maman et papa sont ensemble. Maintenant, nous sommes une vraie famille. » Et c'était vrai. 200 ans plus tard, Victoria, Miguel et Chloé étaient enfin une famille, vivants, entiers, heureux. Certaines personnes vont faire une pause maintenant, pour assimiler, pour pleurer, parce que cette histoire ne devrait pas exister. Mais elle existe. Et si vous ressentez quelque chose de profond, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, c'est peut-être parce que vous avez vous aussi une âme qui attend. Peut-être avez-vous aussi aimé dans une autre vie. Et peut-être, juste peut-être, votre âme sœur vous cherche-t-elle aussi en ce moment. N'ignorez pas les signes, n'ignorez pas les connexions inexplicables, parce que l'amour qui attend 200 ans mérite d'être vécu. Après le mariage, Antoine a pris des décisions radicales. Il a démissionné de son poste de PDG des entreprises Dubois, a désigné l'un des directeurs les plus compétents pour le poste, a conservé ses actions, mais sans implication opérationnelle. Et puis il a fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Il a acheté un terrain simple dans les environs de Paris et a commencé à construire une maison, de ses propres mains, en apprenant la menuiserie, comme le faisait Miguel. Sophie l'aidait. Ensemble, ils ont construit une maison en bois belle mais modeste, avec 3 chambres, un jardin avec des rosiers, un atelier de menuiserie à l'arrière, exactement comme il l'avait rêvé en 1820. Chloé courait sur le terrain, criant, plantant des fleurs, disant qu'ils avaient enfin un vrai foyer. Les mois ont passé. La maison a été achevée. Antoine, Sophie et Chloé ont emménagé, ont laissé l'hôtel particulier Dubois derrière eux. Madame Dubois est venue avec eux, parce qu'elle aussi faisait partie de la famille maintenant. Les voisins commentaient à propos de ce couple étrange. L'ex-milliardaire devenu menuisier, l'ex-femme de ménage maintenant millionnaire mais vivant dans une maison simple, la petite fille qui parlait de vie passée comme si c'était normal. Mais Antoine et Sophie ne s'en souciaient pas. Ils vivaient leur amour, simple, véritable, éternel.
1 an après le mariage, un soir de printemps, Sophie a découvert qu'elle était enceinte. Antoine a pleuré quand elle lui a annoncé, parce que cette fois, il n'y aurait pas de tragédie. Cette fois, leur enfant naîtrait dans l'amour, serait élevé dans la paix, vivrait. Quand le bébé est né, c'était un garçon. Des yeux bleus comme Antoine, des cheveux noirs comme Sophie. Un sourire qui illuminait tout. Ils l'ont appelé Miguel, en hommage au menuisier de 1820, à l'amour qui a attendu 200 ans. Chloé a serré son frère avec soin, a murmuré « Bienvenue, on t'attendait ». Et Sophie a compris. Ce bébé était aussi une âme ancienne, peut-être un frère qu'ils avaient eu en 1820, peut-être quelqu'un qu'ils avaient aimé et perdu, revenant pour compléter la famille. La vie a continué, simple mais pleine. Antoine travaillait à l'atelier de menuiserie, fabriquant des meubles sur commande. Sophie s'occupait des enfants et de la maison. Le soir, elle chantait les opéras que Victoria chantait. Antoine jouait de la guitare que Miguel jouait. Chloé dansait. Miguel dormait bercé par la musique. Et tous les soirs, avant de dormir, Antoine et Sophie s'allongeaient ensemble, se regardaient et murmuraient les mêmes mots. « Je t'aime » en 1820, en 2025, dans chaque vie qui viendra. Parce que l'amour véritable ne meurt pas, ne se termine pas, n'abandonne pas. Il attend, revient, triomphe. Avez-vous déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous déjà croisé le regard de quelqu'un et senti votre âme murmurer « Je te connais depuis tellement, très longtemps ». Avez-vous déjà eu cette certitude absolue qu'une connexion ne date pas d'aujourd'hui, mais de siècles entiers? Si c'est le cas, n'ignorez pas ce sentiment. Ne le balayez pas d'un revers de main en l'attribuant à une simple coïncidence, parce que peut-être, tout comme Sophie et Antoine, vous avez vous aussi une âme sœur qui vous attend. Peut-être avez-vous aussi aimé, dans une autre vie, et peut-être cette vie-ci est-elle l'occasion de vivre enfin ce que la mort a interrompu. Quelle est votre histoire de connexion inexplicable? Avez-vous déjà ressenti quelque chose de semblable? Partagez-la ici, parce que ces histoires méritent d'être racontées. Elles doivent être honorées, elles doivent être vécues. 3 ans plus tard, par un après-midi paisible, Antoine, Sophie, Chloé et le petit Louis sont retournés à l'hôtel particulier du Bois. Madame Dubois les avait appelés. Elle avait dit qu'elle avait quelque chose à leur montrer. Ils montèrent ensemble au grenier. Madame Dubois les conduisit devant le portrait de 1820. Victoire, Louis et Chloé les regardaient, depuis la toile. Mais quelque chose avait changé. Sous le portrait de 1820, il y avait désormais un nouveau portrait, peint récemment. Il représentait Sophie, Antoine, Chloé et le bébé Louis, dans les mêmes poses, avec les mêmes expressions, comme un miroir à travers le temps. Madame Dubois sourit. Je l'ai fait peindre, pour que lorsque nous partirons, et lorsque vous partirez, et lorsque vos enfants grandiront et auront des enfants, cette histoire ne soit pas oubliée, pour que tous sachent que l'amour véritable existe et qu'il triomphe toujours. Sophie contempla les 2 portraits. 200 ans les séparaient, mais la même famille, les mêmes âmes, le même amour. Antoine l'enlaça par derrière et lui murmura à l'oreille « Nous avons tenu notre promesse, Victoire ». Sophie se retourna dans ses bras, plongea son regard dans ses yeux bleus. « Oui, Miguel, nous avons tenu promesse. » Et il scélérit ses paroles par un baiser, qui traversa les siècles. Parce qu'au final, que reste-t-il? L'argent s'envole, le pouvoir se perd, la gloire disparaît. Mais l'amour, celui qui naît dans l'âme, et pas seulement dans le corps, celui qui survit à la mort, au temps, à la séparation, celui-là reste, pour toujours. Victoire et Miguel se sont aimés en 1820. Ils sont morts et sont revenus en 2025 sous les traits de Sophie et Antoine, non pas pour répéter la tragédie, mais pour enfin vivre le bonheur qu'ils méritaient. Votre âme aussi a une histoire, vos connexions aussi ont un sens. Ne laissez pas la peur, le scepticisme ou la logique froide tuer ce que votre âme sait être vrai
Si vous ressentez, croyez, si vous reconnaissez, acceptez, si vous aimez, vivez, parce que 200 ans, c'est trop long à attendre. Mais l'amour véritable attendrait l'éternité, s'il le fallait, et au final, cela en vaut toujours la peine.